Conan le Barbare de 1982, réalisé par John Milius, c'est un classique. Réalisation impeccable, des plans spectaculaires, le jeu physique d'Arnold nous démontrait tout son charisme, genre de film que tu vois une fois par génération et qui nous introduisait à un monde fantastique exceptionnel. Malheureusement, ce n'est pas le film duquel on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Conan le Destructeur de 1984. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, d'aider l'algo YouTube à faire la promotion de la chaîne. Il y a du très bon, il y a du bon, il y a du mauvais et il y a du très mauvais dans ce film-là. Conan le Destructeur de 1984, aujourd'hui à revue, et ça commence maintenant. Laissez-moi maintenant. Vous comptez ces heures d'aventure sans pareil. Arnold est en train de faire chier absolument personne, en train de prier devant sa petite pierre. Son pote Malak, lui, est en train de compter ses richesses parce qu'ils viennent d'aller voler un marchand. Et tout d'un coup, il y a du glandu qui va venir chercher la merde. Et pour trouver la merde avec Conan, ça va te prendre plus que des petits filets, OK? Parce que c'est pas Running Man, là. Et il est balèze, Arnold, dans ce film-là. Vraiment balèze. Et il va rencontrer la reine Taramis, sans oublier de lui spécifier qu'elle n'est pas sa reine à lui. Et elle va avoir une offre pour Conan. S'il accepte de faire la mission qu'elle lui demande, elle va ressusciter Valeria. Oui, est-ce que vous savez ressusciter les morts? Est-ce que tu peux ressusciter les morts? Conan, fais ce que je te demande. Et la mission est relativement simple. Escorter une jeune pucelle au château de Totamon, où il devrait trouver une clé qui en réalité est plus ou moins un énorme cristal. Utilisez cette clé-là pour aller dans une crypte où ils vont trouver la corne de Dagoth. Et ensuite, tout ce qu'ils vont faire, c'est ramener la pucelle et la corne à la reine Tamaris. Fastoche, tu peux pas dire non à ça. Parallèlement à la mission qu'elle donne à Conan, elle va donner une mission au chef de sa garde royale, Bombata. Comme elle ne fait pas confiance au roi des voleurs et qu'elle veut s'assurer de la virginité de Jenna, eh bien, elle va dire à Bombata de tuer Conan dès qu'ils auront la corne. Dès que la clé sera dans les mains de Jenna, je veux que ton glaive soit dans le cœur de Conan. Départ pour la quête, et comme il y a un magicien qui l'attend au château, Conan doit trouver son propre magicien. Et ça tombe super bien parce que son pote Akiro magicien est en train de se faire mettre sur la broche par des cannibales. Mais des cannibales, pour Conan, c'est du pipi de chat. Ils vont ensuite passer vers un boui-boui de campagne tout bouseux, où ils vont voir Zula en train de se battre pour sa vie, elle qui a été capturée par les villageois. Et Jenna va avoir un moment d'empathie et elle va demander à Conan d'aller l'aider. Bien sûr, Conan va aller l'aider et Zula va suivre le groupe et offrir sa loyauté à Conan. Je jure solennellement que si Conan me permet de le suivre, il aura droit de vie et de mort sur moi. Ils arrivent enfin au château de Totaman et ils vont décider de faire une petite sieste, aussi bien l'attaquer le jour, l'attaquer reposé. Sauf que, durant la nuit, Totaman va se transformer en genre de dragon Looney Tunes et venir capturer Jenna. On peut même pas appeler ça du CGI, ça a été dessiné à la main. Pas le choix, à l'aube, on attaque le château. On va commencer par trouver un chemin pour rentrer. Donc, on va passer sous l'eau et on va arriver de l'autre côté de la porte. On va ensuite monter les escaliers les plus longs de l'histoire des escaliers. Bombata et Conan ensuite vont démontrer toute leur puissance en soulevant une porte et on va enfin avoir un visu sur la clé. Sauf que seulement Conan va pouvoir rentrer dans la pièce. Et dans la pièce, par contre, Conan fera face à la magie de Totaman. La pièce va comme se transformer en hall des miroirs. Dans les miroirs, on va voir une douzaine de créatures avec des hoodies rouges. Sauf que tout d'un coup, les créatures vont comme se rassembler en une seule créature. Et Conan va voir la bête. Captivant. La baston va pas très bien commencer pour Conan,
Sauf qu'à un certain moment donné, il va se rendre compte que c'est en brisant les miroirs qu'il blesse la créature. Et là, Conan, il va être sans pitié. Il va péter les miroirs comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il va arrêter de péter des miroirs quand il va en rester 2. Et là, la situation est complexe. Parce que derrière un des miroirs, il y a le magicien. Et derrière l'autre miroir, il y a ses potes. Et là, Conan, il va hésiter. Mais il va faire le bon choix. Il va lancer son épée. Et quand le magicien va mourir, eh bien, Jenna va se réveiller et elle va aller chercher la clé. Je vous le répète encore une fois, il appelle ça une clé, mais en réalité, c'est un énorme cristal. Et là, dès qu'elle va prendre la clé, le château va s'effondrer. Mais inquiétez-vous pas, ils vont s'en sortir en vie. On est juste à la moitié du film. Rien d'autre qu'une illusion. Ça fait même pas 2 minutes qu'ils sont sur le chemin du retour que, embuscade, eh ben oui, on va encore essayer de kidnapper Jenna, sauf que ce coup-là, ça va être clairement les mecs de Bombata. Et une chance que Conan est là, et une chance que c'est Conan, parce qu'il y a de la puissance encore une fois. Il va démontrer toute sa classe à l'épée. Ensuite, il va y avoir une scène autour d'un feu de camp, OK? Imaginez-vous Baldur's Gate, genre. Et on va mieux comprendre pourquoi John Milius avait fait le choix de ne pas laisser Arnold trop parler dans Conan le Barbare. Et je vous dirais que la version française donne un bonus à Arnold. Et c'est clairement pas un des grands moments du film, selon moi. Je vais vous épargner les 5 minutes où Jenna essaye de mieux comprendre les relations entre hommes et femmes, le côté charnel et émotionnel, parce que c'est réellement absurde et j'en parlerai à la fin quand je donnerai mon avis. Ils vont continuer leur chemin et enfin trouver la crypte, la caverne, l'endroit où il faut amener la clé en tout cas. Et encore une fois, on va voir que Bombata et Arnold, quand ils décident de lever une porte, là, il y a tellement de puissance entre les deux que c'est juste pas correct pour la porte, elle a aucune chance. Akiro, lui, il va tomber sur des petits hiéroglyphes et il va tout comprendre, quoi. Toute cette mission-là, c'est une grosse merde, là. C'est pour ramener un dieu vengeur et démoniaque. Il va essayer d'avertir Conan, mais il est déjà trop tard. Jenna est sur le point d'aller chercher la corne. Ils vont sortir de la crypte, OK? Mais tomber sur les gardiens de la corne. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Eh ben oui, baston! Ils vont se replier dans la crypte et il y aura un de ces duels de magie que tu vois seulement une fois dans ta vie. Et là, quand ils vont s'évader, Bombata, il va faire comme écrouler un tunnel. Comme ça, lui, il va se séparer avec Jenna et partir de son côté tout de suite. Alors que Conan, Malak, Zulu et Akiro seront comme coincés dans le tunnel, mais ils vont s'en sortir un peu plus tard, mais genre 2 minutes plus tard. Comme ça a donné juste assez de temps à Bombata et Jenna pour se casser. Et là, comme par magie, quand il va arriver à son cheval, Conan, il y a une révélation. Tout ce qu'on lui a dit, c'était des mensonges. La reine lui a menti, elle ne sera jamais capable de ressusciter Valeria. Bombata, c'est lui qui a kidnappé Jenna. Et maintenant, il veut sauver Jenna, empêcher qu'on la sacrifie. C'est ce qu'on appelle un tournant à 180 degrés en 2 minutes dans un film. Pourquoi faire? Pour empêcher que Jenna soit tuée. Donc, sans aucune surprise, direction le château de la reine, où on doit aller sauver Jenna maintenant. Et pendant que Conan et son groupe sont en train de trouver un chemin sous la chute d'eau pour rentrer dans le château en furtif, eh bien, on prépare le sacrifice humain du côté de la reine. On a donné un petit vin pour que Jenna soit bien docile. Et on va voir Jenna aller poser la corne sur la statue de Dagoth. Duel Conan-Bombata, ça va coûter cher parce qu'il va se faire mordre l'oreille, mais il va réussir à tuer Bombata quand même. Et Zula, elle va sauver ou presque Jenna en envoyant un lancer de javelot, mais olympien. Là, Conan va se pointer dans la salle du sacrifice. Et là, quand il va arriver à Jenna, il va voir la reine se faire empaler par une bestiole, là, mais empaler par une bestiole.
Apparemment, cette bestiole-là, c'est une version d'Agoth, même si le sacrifice n'est pas terminé encore. Un genre de mix entre Toxic l'Avengeur et les créatures du lagon. Et le Conan, il va en avoir, mais plein les bras contre la bestiole, OK? Une chance que Akiro est là pour lui dire comment tuer la créature. Et là, Conan, il va lui sauter dessus, il lui arracher la corne. Et comme si c'était pas assez, un coup qu'elle est par terre, il va la finir à l'épée. Combat est terminé. Jenna devient la reine. Zula va devenir la capitaine de sa garde royale. Malak va devenir son fou. Akiro va devenir son conseiller mystique. Et Conan, lui, vous vous dites, mais qu'est-ce que Conan va recevoir? Un bisou. Je vous le disais au début de la vidéo, Conan le Barbare de 1982, c'est un classique. Un film incroyable, un film presque parfait. Conan le Destructeur de 1984, ce n'est pas un classique et ce n'est pas un film presque parfait. C'est d'ailleurs un film que Arnold renie presque aujourd'hui. Il y a des problèmes apparents dans ce film-là, OK? Jenna, le storyline de la Vierge, etc., c'est nul à chier. Elle est hyper mal jouée, en français, en anglais. J'ai pas vu le film en polonais, mais j'imagine qu'elle est à chier en polonais aussi. Quand tu choisis des stars du basketball et un top modèle pour être dans ton film, c'est parce que tu choisis pas les meilleures personnes possibles pour jouer un rôle. Tu choisis des gens qui sont populaires sur le moment. Le personnage de Zula est joué par une ancienne top modèle de l'époque, Grace Jones, et celui de Bombata est joué par Will Chamberlain, une ancienne vedette de basketball américain. Ça vole pas haut niveau acteur, là. Et déjà que Arnold, il y avait des raisons pourquoi en 82 on ne le laissait pas parler. Si maintenant on lui demande de traîner un film au complet sur ses épaules avec plus de texte dans les 15 premières minutes que de 2 heures de celui de 82, eh bien, il va y avoir des hauts et des bas dans ton film. J'embarquerai même pas ces trucs d'effets spéciaux parce que c'était 1984, on faisait avec les moyens qu'on avait. Un autre souci énorme de ce film-là, c'est que si tu décides de transformer Conan en un film d'action, comme ils ont fait avec le deuxième, au lieu que ça soit une histoire épique, fantastique, etc., eh bien, il faut qu'il y ait de l'action dans ton film. Et oui, il y a de l'action dans Conan le Destructeur, mais ça semble un peu trop facile des fois pour Arnold, quoi. Il y a personne qui meurt dans tous ses compagnons. Peut-être qu'on aurait dû en faire mourir un, etc., mon humble opinion. Mais j'ai lu un peu pour savoir c'était quoi l'atmosphère autour du film quand ils ont fait ce film-là en 84. Eh bien, E.T. venait de sortir et ils croyaient, les studios à l'époque, que ce serait une très bonne idée de faire un film Conan, mais plus familial, plus grand public. Et ça, c'est une erreur qu'ils font à chaque fois. Conan, ce n'est pas un personnage grand public et ce n'est pas un personnage familial. Il doit y avoir de la violence, du sexe, de la haine. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais il doit en avoir des trois un peu. Et ben, t'arrives avec une version de Conan qui ressemble à ça, qui a pas vraiment plu aux fans de fantasy et pas vraiment plu aux fans de films d'action et qui a super mal vieilli comparé au premier. Est-ce que je vous conseille de l'écouter? C'est vraiment à vous de décider là-dessus. Moi, ça me dérange pas d'écouter ce genre de film-là parce que je suis bon public pour ces films-là. Je m'amuse quand même bien quand je regarde ça. Tu sais, des fois, tu te dis là, tellement mauvais que c'est bon, là. Ben, il y a quelques scènes dans ce film-là qui sont tellement mauvaises que c'est drôle, quoi. Donc oui, je pense que vous devriez l'écouter, au moins pour vous divertir. Mais on va être honnête, là, c'est pas un grand film, et surtout comparé au premier, c'est même pas le même genre de film. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, faire marcher l'algo YouTube, quoi. Et on se revoit la prochaine fois. Ah!